Allez, Spooky, fais le beau. Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Mais je joue avec Spooky. Spooky? Non, arrête. Mais y a rien ici. C'est mon nano-robot. Un anneau quoi? Un nano-robot. Tu ne sais pas ce que c'est? Non, c'est quoi? On va t'envoyer au centre de recherche en Australie. Tu verras. En Australie? Mais oui, en Australie. Mais comment? Bah, en camion, comment tu veux y aller? Mais y a pas de l'eau? Bah si, mais j'ai mis des nano-robots flotteurs, tu verras, c'est bon, on y va. Allez, Marcel. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais si, t'inquiète. De nos jours, les principales recherches scientifiques cherchent à améliorer notre quotidien. Pour cela, on cherche à améliorer notre santé pour qu'on puisse vivre plus longtemps et dans les meilleures conditions. Les découvertes médicales sont chaque année de plus en plus fréquentes et permettent d'améliorer les traitements et de nous rendre la vie plus facile. Néanmoins, certains soins nécessitent des interventions chirurgicales complexes. C'est pour cela que depuis quelques années, des scientifiques et des équipes de recherche cherchent à créer des robots minuscules capables de les suppléer dans leurs tâches. C'est comme ça qu'est apparue l'idée des nanorobots, des robots vraiment très petits capables de nous soigner de l'intérieur. Aujourd'hui, on va voir comment ces nanorobots peuvent augmenter notre espérance de vie et qui y aura accès. Mais d'abord, on va voir pourquoi vieillit-on. Bah oui, c'est vrai ça, Jamy. Pourquoi on vieillit? T'inquiète Fred, je vais tout expliquer. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'on vieillit, mais les scientifiques ont plusieurs théories qui tendent à l'expliquer. La première théorie qu'on va voir, c'est le raccourcissement des télomères. Les télomères, c'est les extrémités des chromosomes. Cette théorie dit que après chaque division, l'extrémité des chromosomes se rétrécit et qu'à un moment, on arrive à une taille limite et que la division devient donc impossible. L'autre théorie, c'est la théorie des modifications géniques qui dit qu'au fil des années, les mutations s'accumulent au sein de la cellule et provoquent son dysfonctionnement. La théorie du soma jetable dit que les cellules se désintègrent elles-mêmes car elles ne résistent pas à la dépense d'énergie qu'elles doivent faire pour vivre. Ensuite, on a la programmation génétique qui rejoint la théorie précédente car elle dit que c'est les cellules qui sont directement programmées pour s'autodétruire, pour assurer la reproduction et l'arrivée des futures générations. Et enfin, l'avant-dernière théorie, la glycation. Elle dit que les molécules de glucose et les acides aminés réagissent ensemble et forment des produits terminaux de glycation qui s'accumulent dans les tissus et provoquent des dysfonctionnements. Et enfin, la dernière théorie, et aussi la plus populaire, c'est celle du stress oxydant. Elle consiste à dire que l'oxygène que nous respirons, en rentrant à l'intérieur de nos cellules, libère de l'acide qui sont appelés radicaux libres. Ces radicaux libres attaquent notre cellule, provoquant sa mort et la nôtre. Ah, vous êtes là. Il y a un nanoclimat ici. Comme on dit, it is froid. Bon, on va se dépêcher un peu. On va vers le centre de recherche. C'est parti. Pas de soucis Fred, on se retrouve après. Alors un nanorobot, qu'est-ce que c'est? C'est très compliqué, alors il va falloir quelques nano-explications. Car oui, un nanomètre, c'est très petit. C'est même 100 000 fois plus petit qu'un millimètre. Mais un nanorobot, c'est pas forcément si petit. Ça peut faire jusqu'à 1 millimètre. Et c'est pour ça que les scientifiques sont très intéressés dans leurs recherches pour fabriquer ces robots. Car ça pourrait vraiment leur faciliter la vie. Petite parenthèse sur l'origine des nanorobots. C'est en science-fiction tout d'abord qu'ils font leur apparition dans le roman Micro Hands de Boris Zitkov en 1931. Puis ensuite, le célèbre vulgarisateur Richard Feynman dit en 1959 dans son ouvrage « Il y a plein de place au fond » qu'on pourrait peut-être un jour miniaturiser des robots pour les mettre directement à l'intérieur des gens pour les soigner.
Ces nanorobots, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh ben, ils pourraient par exemple déboucher des artères, réparer des tissus musculaires endommagés, faire de la chirurgie à l'intérieur de notre corps, détruire des cellules cancéreuses, et encore beaucoup de possibilités. Ce sera une vraie révolution. Il existe 3 types de fonctionnements principaux pour les nanorobots. Le premier, c'est le bactériobot, mis au point dans plusieurs universités, dont notamment en Corée du Sud. Son principe est très simple. On lui fait transporter des solutions médicamenteuses modifiées jusqu'à des cellules cancéreuses. Et une fois arrivé, il libère son produit et repart, détruisant ainsi la cellule. Ensuite, il y a les analyseurs de gènes. Eux, ils analysent les gènes et signalent une éventuelle anomalie grâce notamment à un code couleur. Et enfin, on a les transporteurs. Mais ça, c'est Fred qui va vous l'expliquer. Là, Jamy, on est en Australie, devant le centre de recherche qui a créé Proteus, un des premiers nanorobots testés. Allez, suivez-moi. D'ailleurs, Fred, est-ce que tu sais d'où vient son drôle de nom? Mais dis-moi, ça m'intéresse. Eh bien, en fait, le nom vient du roman Voyage fantastique du célèbre écrivain Isaac Asimov, paru en 1966, où le Proteus est un sous-marin miniature qui contient une équipe de chirurgiens miniaturisés envoyés à l'intérieur du corps d'un homme atteint d'un caillot au cerveau impossible à opérer. Merci, la petite voix. Bon, maintenant faut que je me dépêche. Il est pas très nano, leur couloir. Et le professeur, il nous attend. Allez, vite, vite, vite. Ah, je le vois. Bonjour, docteur. Bonjour, Fred. Alors, docteur, pouvez-vous nous parler de Proteus? Donc, Proteus est un nanorobot de type transporteur, ce qui veut dire qu'il peut transporter des équipements miniaturisés. Mais du coup, c'est petit comment un nanorobot? Proteus mesure en réalité 250 microns de diamètre, soit l'épaisseur de 3 cheveux, et mesure environ 1 mm de long. Waouh, mais c'est vraiment nano tout ça. Donc, sa forme de suppositoire est due au fait qu'il possède une capsule qui sert à isoler les composants de l'environnement extérieur. L'avant de la cellule sert de circuit de commande. C'est en quelque sorte l'intelligence du robot. La source d'alimentation piézoélectrique se situe juste en dessous. Et encore en dessous, le mécanisme qui met en marche un rotor sur lequel on a accroché 3 flagelles qui tournent à 1295 tours par minute, ce qui constitue son moyen de propulsion. Mais malheureusement, il n'est pas encore utilisé en médecine, car son moteur n'est pas assez puissant pour circuler dans les endroits avec un débit de sang trop élevé, comme près du cœur par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'injectons dans le cou, car le débit sanguin y est plus faible que dans le reste du corps, et après, il peut remonter à contre-courant jusqu'au cerveau. On pourrait donc imaginer dans le futur guider Proteus à travers une personne grâce à des ondes électromagnétiques d'environ 2 à 3 watts, et lui attacher une nanocaméra, un nanoscalpel ou des médicaments. Alors là, vous m'avez bluffé. Mais existe-t-il d'autres moyens de propulsion que le vôtre? Oui, il existe d'autres méthodes, comme par exemple propulser avec des muscles artificiels qui seraient alimentés par du glucose. Ok. Et juste une dernière question. Est-ce que votre truc d'onde électromagnétique, ce serait pas un peu dangereux ça? Vous savez, on ne connaît pas encore assez les effets des ondes sur le corps. Du coup, je ne peux rien dire, mais je pense que Proteus apporterait plus de bien que de mal. Eh bien merci docteur. Au revoir. Mais il n'y a pas de quoi, revenez quand vous voulez. Maintenant, on va voir si ces nanorobots seraient accessibles à tous. Et pour cela, on va d'abord voir comment ils sont fabriqués. Il y a donc 2 méthodes pour fabriquer les nanorobots. La première, c'est le top-down. On prend la machine à miniaturiser et on enlève peu à peu ses composants pour au final aboutir à notre nanorobot. Le top-down est une technique qui nécessite l'usage d'un laser et elle est utilisée pour faire des objets jusqu'à 10 nanomètres. Après, c'est beaucoup trop coûteux. Le bottom-up, c'est tout l'inverse du top-down. On part d'atomes qu'on assemble un par un jusqu'à obtenir la nanomachine. Pour cela, on utilise un microscope à effet tunnel. C'est une machine qui a été inventée en 1980 par 2 ingénieurs d'IBM, M. Binig et M. Rohrer, qui reçurent même 5 ans plus tard le prix Nobel.
Le principe du microscope à effet tunnel est qu'il contient une pointe très très fine de la taille d'un atome, et en passant sur le matériau à sculpter, et grâce à un courant électrique, on peut voir en relief l'objet qu'on taille. Jamy, faut pas oublier de dire surtout qu'on peut déplacer les atomes avec. Cette technique est utilisée pour faire des composants électroniques, et elle crée des robots beaucoup plus puissants et plus rapides, mais elle coûte aussi beaucoup plus cher. Malgré qu'on ait demandé au docteur d'avant et qu'on ait fait des recherches, on n'a pas réussi à trouver de prix d'accès pour les soins aux nanorobots. Car tout simplement, personne ne sait encore combien ça coûtera de se faire soigner par ces petites machines. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sera sûrement pas donné. Du coup, on a décidé de parler du Sovaldi et de son prix dans 3 pays de 3 continents différents, c'est-à-dire l'Égypte, les États-Unis et la France. Allez Fred, c'est à toi. Eh bien, qu'est-ce que le Sovaldi? C'est ces petits médicaments. Il est commercialisé par le laboratoire américain Gilead et il permet, grâce à ces médicaments, de soigner l'hépatite C qui est une maladie bénigne ou très grave du foie. Elle peut rester par exemple jusqu'à la vie. On estime entre 150 et 200 millions de personnes infectées par la maladie. Avant le Sovaldi, on la guérissait avec des médicaments antiviraux et 50% des personnes étaient guéries. Depuis le Sovaldi, 90% des personnes sont guéries. C'est une vraie révolution médicale. Mais attention, elle se transmet essentiellement par le sang, à cause de seringues non stérilisées, mais aussi sexuellement. Donc pensez à vous protéger les amis. Et oui Fred, c'est ce qu'on peut voir sur ce tableau. On voit sur ce tableau l'indice de développement humain de 3 pays, l'Égypte, la France et les États-Unis. On voit qu'il est très faible en Égypte, en tout cas plus qu'en France et qu'aux États-Unis. Pareil pour le produit intérieur brut par habitant, qui n'est que de 10 000 euros en Égypte, alors qu'il est de 45 000 euros en France et de 50 000 aux États-Unis. Mais ensuite, ce qui est étonnant, c'est que le prix du Sovaldi, il n'est que de 720 euros en Égypte, alors qu'il est de 40 000 euros en France et de 74 000 euros aux États-Unis. Eh oui, Jamy, les prix en France et aux États-Unis ont déclenché une énorme polémique. Les gens se sont indignés car ils ne pouvaient pas payer ce produit, qui est quand même assez miraculeux vu son taux d'efficacité, qu'il ne cause pas d'effets secondaires et surtout qu'il dure que 3 mois, qui est assez court. Et c'est à cause de ce prix exorbitant que Gilead a décidé de brader les prix en Égypte. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi ce médicament est aussi cher? Et bien pour ça, Fred, on va devoir voir comment est-ce qu'on fixe le prix d'un médicament. Tout d'abord, si une entreprise pharmaceutique souhaite que son médicament soit remboursable par la sécurité sociale, elle doit faire une demande auprès de la haute sécurité de la santé. Ensuite, si elle souhaite commercialiser son médicament, elle a juste à attendre l'autorisation de mise sur le marché. Ensuite, les prix seront fixés par le comité économique des produits de santé, et cela se fait généralement par négociation avec l'entreprise, en tenant compte de différents paramètres tels que les prix des médicaments concurrents, les prix pratiqués à l'étranger ou la population ciblée. On peut donc, grâce à ces indices, estimer un prix de vente pour les gens qui voudraient se soigner grâce à un nanorobot. Comme nous l'avons vu, pour fabriquer ces nanorobots, il faut une technologie très avancée, ce qui implique un prix de production très élevé. On parle de l'ordre de 100 000 euros, mais ce prix pourra baisser avec les années. De plus, comme avec le Sovaldi, les pays industrialisés devraient être les premiers à profiter de cette avancée technologique. D'abord, ce sera très peu accessible avec des prix de l'ordre de 30 000 voire 50 000 euros, mais comme avec la chimiothérapie actuellement, les prix pourraient baisser jusqu'à atteindre 22 000 euros et être beaucoup plus accessibles à la population. Les pays les plus démunis auraient alors accès à cette technologie, mais la population, souvent démunie, ne pourrait ni aller à l'hôpital, ni profiter du traitement. Mais du coup les garçons, est-ce qu'au final c'est possible de vivre pour toujours? Eh bien, la petite voix, je pense que tu sais que l'on ne peut pas vivre éternellement, mais qu'on a des idées assez prometteuses. Comme par exemple le transhumanisme, qui consiste à scanner le cerveau d'une personne et à la mettre dans un disque dur. Ainsi, notre corps n'existera plus, mais on existera toujours et on vivra toujours dans un disque dur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'augmenter notre espérance de vie tout en gardant notre corps. Et dans quelques années, lorsque les nanorobots seront utilisés largement en médecine, on pourra mieux soigner les gens. Regardons maintenant ce graphique qui nous présente l'augmentation de l'espérance de vie depuis 1750. On constate qu'après chaque avancée en matière de médecine, l'espérance de vie a augmenté, comme par exemple en 1928 avec l'invention et la découverte de la pénicilline, ou alors en 1865, les antiseptiques. On peut donc s'attendre à ce que les nanotechnologies puissent, comme les précédentes découvertes, augmenter nos espérances de vie de manière significative.
Décidément, c'est de plus en plus bizarre, Sydney. Oh, pardon. Donc je disais que on voit ça aussi chez certains animaux au niveau de la longévité. Par exemple, chez certaines mouches, elles peuvent vivre jusqu'à 60% plus longtemps si on leur enlève leur odorat. Mais ça serait inimaginable pour nous, parce que personne ne veut perdre le doux parfum des roses. Par exemple, chez certains vers, lorsqu'on les asperge d'herbicides, ils augmentent leur espérance de vie de 58%. Alors que les herbicides sont censés être nocifs et lâchent des radicaux libres. Le cas le plus intéressant reste celui de la méduse Torretopsis domi. En effet, en cas de stress important, de manque d'une nourriture, bref, tout ce qui pourrait lui porter à préjudice, la méduse descend à son stade fœtal et reprend peu à peu son cycle naturel quand les conditions lui sont favorables. Mais nous ne sommes pas constitués comme ces animaux, et ce n'est pas parce qu'on s'aspergera de pesticides ou alors qu'on perdra son odorat qu'on vivra plus longtemps. Et du coup, on en est où dans les avancées technologiques en matière de nanotechnologie ? Depuis une vingtaine d'années, les progrès en matière de nanotechnologie profitent surtout à l'informatique. En effet, les clients réclament des transistors de plus en plus petits et de plus en plus performants. Les transistors, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des processeurs informatiques. Il faut donc réduire constamment leur taille. Aujourd'hui, les transistors les plus petits mesurent 50 nanomètres de longueur et 20 seulement d'épaisseur. Les scientifiques estiment que dans une vingtaine d'années, on ne pourra plus faire plus petit. Il faudra donc passer la main aux nanorobots. Pour ce qui est de la médecine aujourd'hui, les nanorobots ne sont que des prototypes testés sur des animaux et pas encore sur des humains. De plus, le prix de fabrication de ces robots est très élevé, trop pour une utilisation à grande échelle. Il faudra donc encore patienter avant d'être cerné par des nanorobots. Néanmoins, la communauté scientifique s'est déjà réunie pour encadrer cette avancée technologique majeure et révolutionnaire. En effet, beaucoup de scientifiques craignent que leurs inventions soient détournées, voire volées par l'armée, pour créer d'éventuelles armes ou nouveaux moyens de torture. Bon là, Jamy, il est vraiment trop froid pour l'Australie dehors. Hein. Je rentre au camion, j'arrive. Aucun problème, Fred. Pour conclure, les progrès en matière de nanotechnologie ont permis de créer des objets toujours plus petits, et donc plus qu'envisageable que dans un futur proche, on puisse être sonné par ces robots microscopiques. Les cancers, responsables de nombreuses morts, seront guéris plus facilement grâce aux nanorobots, ce qui permettra d'augmenter notre espérance de vie. Mais l'immortalité ne devient pas pour autant plus accessible. En effet, le principal obstacle à cette immortalité est notre propre corps, et tant qu'on ne saura pas pourquoi est-ce qu'on vit exactement, il sera très dur de lutter contre le vieillissement. Quant à savoir qui aura accès à ces petites machines, la question reste assez épineuse et tient plus de l'ordre de la prédiction. Néanmoins, il est quasiment certain que les prix seront très élevés au début, mais qu'après plusieurs années d'utilisation, ce procédé se démocratisera. Les gens les plus aisés seront donc les premiers et les plus nombreux à avoir accès à ces nanorobots, augmentant encore un peu plus le gouffre entre riches et pauvres. Pouah, qu'est-ce qu'il fait froid ici. Je croyais qu'il faisait beaucoup plus chaud en Australie. Et Sydney, c'est une plus grande ville, non ? Écoute Fred, j'ai quelque chose à t'avouer. Qu'est-ce qu'il y a, Jamy ? Bah un nanorobot ça peut pas faire flotter un camion. Et donc ? Et bah t'étais pas en Australie, J'étais où ? t'étais à Sarreguemines depuis le début. Vous m'avez fait une nano-blague. Et oui, elle était bien bonne Vous êtes celle-là. doué. Allez, la semaine à la prochaine.